Rachid Temal, est-ce que vous pensez qu'on peut parler globalement de relations politiques entre la France et l'Afrique, où il faut rentrer? Ça n'est pas pareil avec l'Algérie et le Maroc, ça n'est pas pareil entre le Gabon, avec le Gabon ou la Côte d'Ivoire, ça n'est pas pareil avec l'Afrique du Sud ou le Kenya. Bien sûr. Il y a des approches. Alors, l'histoire n'est pas la même, le type de relation n'est pas le même. Je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez par exemple le Maghreb, et dans le paysage politique français, la seule question, quand on regarde le Maghreb, je parle de la France en général, c'est immigration clandestine et donc au QTF, il faut les renvoyer. Islamisation, basta. Quand vous dansez un peu, il y a d'autres sujets. Je veux dire, on voit sur le Sahel, c'est des questions aussi d'ordre économique et puis aussi d'ordre diplomatique et de coopération. Mais la France avait tenté pendant de nombreuses années les 3D, défense, diplomatie et défense, et développement, pardon. Le modèle ne fonctionne plus. Donc je crois que là aussi, il faut qu'on se réinvente. Mais on peut pas, moi je pense qu'on ne peut pas se dire tout le continent africain, voilà notre rapport. Oui, monsieur le ministre, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais, avec votre permission, compléter un peu la présentation de Mme Biala sur le plan culturel. Je pense qu'aujourd'hui, les étudiants africains ont beaucoup de mal à venir en France. Beaucoup de mal à venir en France, à s'inscrire et à faire des études correctement. Parce qu'il y a cet amalgame, il y a ce discours politique qui voit en tout Africain un immigré avec malheureusement la stigmatisation avec la criminalité. Donc je pense qu'il faut peut-être que sur le plan humain, les politiques essayent de donner un autre discours, un autre narratif dans les relations entre la France et l'Afrique. N'oublions pas la dette de sang des pays africains vis-à-vis de la France. N'oublions pas les 30 glorieuses qui ont attiré de nombreux Maghrébins, de nombreux Africains dans les usines françaises et qui humainement sont restés. Et il y a un appel d'air après eux. Monsieur le ministre, on entend aussi beaucoup d'Africains critiquer la France sur un plan identitaire. Il y a quand même aussi un sentiment anti-français qu'on entend. Et est-ce que vous croyez qu'on va rester éternellement sur cette question coloniale? Aucun pays ne veut vivre avec une dette coloniale. Je pense qu'il faut essayer de solder le passé de manière lucide. Mais jusqu'à quand on va le solder? Écoutez, c'est une question de leadership. Hein. Comme je vous ai dit, les présidents successifs français ont hésité à aborder la question. Bon, Macron, récemment, a commissionné des historiens pour parler des relations avec l'Algérie. On a le problème. Vous avez bien vu que ça n'a pas marché. Oui, on a vu le problème de la restitution des biens culturels africains. Ça a commencé, mais il y a quelque chose qui patine. Donc, je pense que quelque part, il y a des blocages. Il faut vraiment des grands dirigeants de part et d'autre pour que nous puissions tirer un trait et puis avancer. Mais il faut que les discours politiques également soient cohérents. Merci. Rachid Temal voulait intervenir. Non, mais sur la colonisation, mais par exemple, la France a du mal avec son discours. Moi, je ne dis pas qu'il faut pas continuer des années durant, mais vous n'avez pas encore un grand discours d'un grand président sur ce qu'était la colonisation pour acter cela. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur l'image de la France. Moi, je viens de remettre un rapport en tant que rapporteur sur les ingérences étrangères, etc. Donc en France, dans le monde, etc. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de narratif français en Afrique. Qu'est-ce qu'on raconte, notre histoire? Qu'est-ce qu'on raconte? Face à ça, vous avez des narratifs russes, chinois, qui s'appuient sur des réalités, plus ou moins vraies, chacun aura son appréciation, mais qui construit des choses, qui construit un discours. Le problème, c'est qu'on n'a plus de narratif. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi la France? Oui, mais Rachid Temal, sans polémique, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la question des relations franco-algériennes c'est devenu un narratif de politique intérieure pour l'Algérie? Et la France? Vous avez aujourd'hui des forces politiques en France qui réclament la rupture des accords sur post-colonial. C'est aussi un objet de politique française. Vous parlez du regroupement familial au niveau de l'immigration? De tout. Mais parce qu'encore une fois, je vais vous donner d'un mot sur l'Algérie. Le problème sur la guerre d'Algérie, c'est que personne ne peut dire les choses très tranquillement.
La gauche a fait les lois spéciales qui a ouvert la porte à la torture. La droite est arrivée après le 13 mai 58, dans des conditions que chacun sait, pour garder l'Algérie française. Comme aucun des deux n'a été clean dans cette affaire-là, tout le monde se tait. Et donc c'est un grand absent de la politique française. Moi je suis désolé, je n'ai toujours pas entendu un grand discours d'un président, même si Emmanuel Macron a fait beaucoup, sur très clairement ce qu'était notre présence pendant 132 ans en Algérie, ce que ça a causé, et maintenant comment on solde les choses. Parce que si on attend toujours la partie algérienne, je vous rappelle que la colonisation, c'est d'abord une question française. Et en France, cette question-là n'a pas été traitée à sa juste dimension. Voilà, commençons par dire, voilà ce que était la France en Algérie, et voilà où nous en sommes, etc. Il faut solder nous-mêmes avant de demander aux autres de solder. Oui, vous voulez dire quelque chose, Calix Beyala. Oui, je pense que quand on est dans ce genre de débat, on ne peut pas prendre des particularismes. Sinon, je parlerai par exemple de la guerre au Cameroun. Je pense qu'il faut travailler pour s'en sortir sur des colonnes vertébrales, une colonne vertébrale commune. C'est vrai que l'Algérie et le Cameroun sont les deux seuls pays francophones à avoir fait une guerre de libération. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est tellement particulier qu'on ne peut répondre à la question. Qu'on ne peut pas, sinon on biaise le sujet. La question est, justement, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Dites-moi. Il n'y a pas un seul chef d'État qui a pu tenir un discours cohérent sur l'Afrique. Un seul chef d'État français. Il y a eu une politique d'évitement. Même quand Macron... J'ai la même chose que vous. Même quand Macron a fait semblant de réunir des gamins, c'était de l'évitement. Il ne voulait pas affronter les problèmes. Il a refusé de rencontrer les politiques. Il a refusé de rencontrer les grands intellectuels africains. Vous ne résoudrez pas ce problème. Écoutez, c'est pas tout à fait exact, Calix Beyala. On a même donné le prix Goncourt à un écrivain. Mais si, dans ce cas, j'ai reçu aussi le prix de l'Académie française. On ne résout pas ça avec un prix. On résout ce problème dans le dialogue collectif, dans un dialogue entre la France et ses pays individuellement colonisés et puis globalement. Donc il faut que la France accepte de regarder son histoire telle qu'elle a été. C'est une histoire douloureuse de part et d'autre, mais en même temps il y a des parties belles et j'ai commencé par aborder ces parties qui ne seront pas défaites. Hein. On va se battre, on va s'engueuler, on va s'enfermer, mais nous avons énormément de consanguinité. Et ça, ne l'oubliez jamais dans les débats. C'est-à-dire, personne ne partira nulle part. Antoine Glaser, on ne va pas rester que là-dessus, mais pour purger ce sujet-là. Pourquoi la France se retrouve avec un traitement particulier de cette réminiscence éternelle de son histoire coloniale? Ce n'est pas le cas d'autres pays européens qui ont également eu des expériences coloniales. Alors j'ai deux réponses. La première, je pense que maintenant, on va passer, le sujet c'est la France en Afrique, mais on va passer finalement de l'Afrique en France. D'ailleurs, on voit même, on commence à déraper sur l'Afrique en France. Le sujet n'est plus de la France en Afrique. L'Afrique s'est mondialisée. Si on ne s'intéresse pas à l'Afrique des Africains, on n'existera plus. Si on ne s'intéresse pas à leur géographie, leur histoire, etc., on n'existera plus. Par contre, il y a un vrai sujet qui est l'Afrique en France. C'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron, maintenant, quand vous allez à la cellule africaine de l'Élysée, la numéro 2, d'abord, c'est une femme d'origine africaine et qui s'intéresse aux diasporas. Son promotionnaire qui était avec lui à l'ENA, Aurélien Le Chevalier, qui était le directeur général de la mondialisation du Quai d'Orsay, il vient d'être nommé directeur de cabinet du nouveau ministre des Affaires étrangères. Et lui, c'est lui qui a créé aussi ce conseil présidentiel africain, qui a été ambassadeur en Afrique du Sud. Il a des gens qui s'intéressent aux diasporas. On voit qu'on est en train, sans avoir rien soldé, on est en train de faire l'Afrique en France. Et Emmanuel Macron, où est-ce qu'il ira au prochain sommet Afrique-France? Il ira au Kenya. Parce que lui, il a tiré l'ardoise magique sur toute cette période postcoloniale dont il veut pas entendre parler. Il se dit, moi j'ai les problèmes avec l'Algérie et le Cameroun, je les solde en donnant ça à des historiens, de rapports des historiens comme il a fait à un certain moment donné pour le Rwanda, l'Algérie avec Benjamin Stora, le Cameroun avec une historienne Karine Ramondi, et puis je passe à autre chose. Et donc,
je considère que, ben voilà, l'Afrique, je vais faire mon sommet au Kenya, alors qu'effectivement, il avait plutôt invité les sociétés civiles africaines en snobant complètement les chefs d'État. Ça veut dire, la diplomatie d'influence de la France, c'est pas rien. Vous aviez, quand vous voyez le nombre de chefs d'État qui ont été formés, vous aviez 30 chefs d'État africains ou dans le monde qui avaient été formés en France, vous en aviez environ 60 aux États-Unis, etc. Au niveau de cette diplomatie d'influence, si vous empêchez les Africains de venir en France, bien sûr vous allez avoir du ressentiment. C'est ça le problème. C'est qu'on dit l'Afrique, et on ferme totalement, on se bunkérise. On se bunkérise. C'est ça le fond du problème. Au lieu de, on se bunkérise et on ne s'intéresse pas à l'Afrique des Africains. Alors, M. Giraud, si vous voulez bien, on va laisser ce volet-là. Et nous allons passer au volet économique. Dans de nombreux domaines, infrastructures, transports, produits manufacturés, la France n'est plus un vecteur du développement en Afrique. Comment vous expliquez que le marché français a perdu de son attractivité ? Le marché africain pour la France, vous voulez dire? Le marché africain pour la France et le marché français pour l'Afrique. Oui. Les deux volets en termes de double attractivité. Il faut entrer un peu dans le détail, parce que les analyses globales peuvent conduire à des erreurs. J'ai expliqué tout à l'heure que les entreprises françaises étaient toujours très présentes et s'intéressaient à l'Afrique au plan économique. D'abord, on va laisser de côté, on pourrait y revenir après, mais l'aide publique au développement, qui a augmenté ces dernières années. Elle est aujourd'hui à 0,52 ou 53%, je crois, du PIB. Elle va baisser de 1,3 milliard, là, avec le... Oui, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, au jour où je parle, elle a augmenté. Plus de prêts que de l'aide. Non, enfin, c'est du financement. D'ailleurs, l'aide va devenir du financement. Bah oui, mais c'est un sujet, parce que quand les PPP ont alors, on va y venir. Alors après, en ce qui concerne les entreprises, aussi là, quelques chiffres sans vous assommer. 5000 entreprises installées en Afrique, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus que les activités et le commerce avec la Chine ou quelques pays européens. Des montants d'investissement sur place, 65 milliards d'euros, le deuxième pays après l'Angleterre investi en Afrique. La Chine est 5e, donc on peut nous ressasser du matin au soir. Vous dites que la Chine est 5e en matière d'investissement. En stock d'investissement sur place. Ça s'appelle les IDE, les investissements directs à l'étranger. En Afrique. Sont seconds. En Afrique, oui. Nous, on est en seconde position, avant l'Allemagne. Oui, bien sûr. Avant le premier, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Ensuite, vous avez les États-Unis en 3e et la Chine est 5e. Donc, ça prouve que nous sommes toujours présents. Et enfin, 700 000 employés, j'ai oublié de le dire, quand même 700 000 employés sur place, 10 000 sites. Les 3 premiers pays, en termes de business, pour les entreprises françaises en Afrique, ce ne sont pas des entreprises francophones. Je voudrais aussi tuer l'idée de dire que la France, c'est l'Afrique francophone, les entreprises françaises. Le premier, c'est l'Afrique du Sud, le deuxième, c'est l'Égypte, le troisième, c'est le Nigeria. Bon, il change quelquefois de place. En termes de volume d'activité, pour le business des entreprises françaises. 3 pays anglophones, qui ne parlent pas français. Voilà. Donc, nous sommes encore présents. Avec le pétrole, il faut quand même le dire, parce que le poids du total est important quand même. Pas en Afrique du Sud, par exemple, qui est le premier. Pas en Afrique du Sud, et encore ça va venir. Ni en Égypte. Au Nigeria. Ouais. Oui, d'accord, en Nigeria, oui, mais pas en Égypte. Et alors après, je voudrais apporter une autre précision, c'est que les entreprises françaises, elles ont perdu pied. Ça, c'est vrai. Depuis 30 ans, dans certains secteurs. Mais elles sont très fortes dans l'autre. Je vais vous citer des secteurs où la France, au fond, effectivement, a de facto quitté l'Afrique. Les mines, il y a 50 ans, très fort. Alors que le BRGM était... Je sais, mais maintenant, il n'y en a plus. Bon. Deuxième exemple qui va frapper tout le monde, et que tout le monde voit avec ses yeux, c'est l'automobile. Peugeot, Renault, etc., inondaient le marché africain il y a 50 ans, il n'y en a plus. En dehors celle de l'ambassadeur de France, dont je plaisante. Mais autrement, c'est des voitures asiatiques. Mais pourquoi? Pas parce que la France s'est désintéressée de l'Afrique. Parce que la France a perdu en compétitivité. Absolument. Et l'Afrique n'est que le signe apparent de la baisse de compétitivité de nos exportations. Les Peugeot, on n'a pas décidé d'arrêter de les vendre. C'est simplement qu'elles sont trop chères et elles ne correspondent pas aux besoins de la population africaine. Les Asiatiques ont su le faire. Il en est un petit peu pareil maintenant aussi dans le domaine financier, où les banques françaises se sont, avec le temps, retirées, et les dernières sont en train de réfléchir à leur retrait. La dernière, c'est la Société Générale, c'est la seule qui reste. Elle est en train partiellement de partir. Mais les Anglais aussi sont en train de partir. Et donc le système bancaire africain
s'africanisent, puisque c'est en général des banques marocaines. Monsieur Giros, est-ce que vous pouvez donner quelques renseignements chiffrés en matière de banque commerciale entre l'Afrique, tout le continent et la France? On est déficitaire, on est bénéficiaire si on prend... C'est les filiales et on est bénéficiaire. Elles gagnent toutes de l'argent, mais elles sont petites. Globalement, on est bénéficiaire. Oui, mais je vais vous expliquer. Il faut que vos auditeurs comprennent bien quelque chose. Et aussi, je voudrais que vous apportiez aussi un élément. On a parlé de relations commerciales entre les continents, mais je voudrais aussi que vous disiez ce qu'il en est en termes d'investissement, puisque avec l'AFD, l'Agence française de développement, nous avons une banque d'investissement. Oui. Est-ce qu'on investit suffisamment ou ça a baissé à ce niveau-là? Je vais vous répondre. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que les entreprises, elles sont très investies sur place et évidemment, elles regardent la taille du marché par rapport aux risques qu'elles ressentent. Et même si toutes les banques, on parlait des banques tout à l'heure, même si toutes les banques françaises installées en Afrique gagnaient de l'argent, le chiffre d'affaires et la part de leur activité étaient faibles, entre 1 et 2%. Et si les entreprises ressentent, à tort à mon avis, une impression de risque élevée en Afrique, elles comparent la vision du risque qu'elles ont à la taille du marché. Et si la vision du risque est plus élevée que la taille du marché, elles se retirent. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxièmement, pour l'aide publique au développement et l'AFD, le chiffre selon les années, mais je parle un peu sous votre contrôle, monsieur le sénateur, est entre 4 et 7 milliards selon les années. Bon, je rappelle que l'AFD n'investit pas, ou très peu. L'AFD, c'est une banque, et elle finance, à des conditions préférentielles, le développement en Afrique. Et nous sommes le deuxième ou le troisième, ou quelquefois le premier selon les cas, et selon les pays, apporteurs d'aide. Voilà comment ça se passe. Alors, Rachid